Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici Simon Lessard en compagnie de nos 3 chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, James Langlois, Laurence Gonnet-Tremblay et Benjamin Boivin. Bienvenue à vous 3. Salut Simon. Aujourd'hui, à l'émission, nous reviendrons sur les élections fédérales. Qu'est-ce qui a changé, même si les libéraux sont toujours au pouvoir? Nous écouterons aussi la tribune de Laurence Gonnet-Tremblay sur le jugement de la Cour supérieure du Québec autorisant la pluriparentalité. Et nous discuterons ensemble en fin d'émission de l'intérêt que suscite le prochain conclave. Pourquoi les Québécois sont-ils encore si fascinés par la papauté? Mais tout d'abord, comme question brise-glace, un peu légère, quel nom aimeriez-vous que le prochain pape prenne? Laurence, je commence avec toi. Tu commenceras pas avec la réponse la plus intéressante, mais en même temps, moi, je me suis dit, pour continuer la tradition de pape François et en même temps aller vers un certain changement, je propose Dominique, parce que après l'ordre mendiant des franciscains, un ordre mendiant de la même époque, Saint-Dominique. Puis là, ça serait intéressant parce qu'il y a une continuité, les ordres mendiants puis tout ça, mais en même temps, une insistance peut-être sur la vérité, cette fois-ci, l'orthodoxie. Le pape François avait un autre angle, on sait, l'humilité, le souci des pauvres, des périphéries. Alors après, un pape, des fois, qui a été critiqué pour certaines ambiguïtés, pourquoi pas un pape tourné, comme Saint-Dominique, vers la vérité, la doctrine, des choses comme ça. Moi, ça... L'évangélisation aussi, beaucoup. L'évangélisation, le combat d'éventuelles hérésies, des choses comme ça. Merci, Laurence. Ton choix, c'est Dominique Ier. Et toi, James? Bien, c'est quand même, je trouve, dans la tradition, c'est quand même rare que les papes prennent des noms de saints sortis de nulle part. C'est-à-dire qu'ils vont plus rendre hommage à leurs prédécesseurs. Puis je pense qu'au 20e siècle, il y a quand même eu des grands papes. Là. Prenons Jean-Paul II, puis même juste avant lui, qui rend hommage à Jean-Paul Ier. Donc peut-être un Jean-Paul III, ça pourrait être intéressant. Ou même un Léon XIV, qui était un grand pape là, au tournant du 19e siècle. Donc, Léon, ça veut dire Lion, je pense? Je sais pas, mais ouais, ça sonne bien. En tout cas, ça prendrait un pape Lion pour ce millénaire. Et c'est à la mode chez les petits-enfants. Moi, je le constate. Ouais. Les mamans appellent de plus en plus leurs enfants Léon. Et toi, Benjamin, quel est ton choix de nom de pape? Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai pas un goût particulier pour le changement et ça m'a un peu irrité quand le pape François a sorti de nulle part un nom qu'on n'avait jamais vu. Mais là, maintenant, je m'y suis habitué. Ça m'énerverait de devoir m'habituer à un autre nom. Donc, je dis François II. Comme ça, on va régulariser la situation du prédécesseur. Puis, on va avoir un nouveau nom pontifical. Intéressant. Moi, j'irais plutôt pour Étienne X. Étienne, c'était le premier martyr et j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un temps de martyr. En tout cas, les chrétiens sont très persécutés à travers le monde. Moi, je pense que tu milites pour Peter Erdo, qui est hongrois, dont la Hongrie, c'est leur saint patron, Saint-Étienne. Je pense que c'est en train de faire une crypto-campagne pour Peter Erdo. J'en avais aucune idée. Mais c'est intéressant. Moi, je savais même pas qu'il y a des papes qui s'appelaient Étienne. Non, je pense entre autres à tous les chrétiens persécutés à travers le monde, particulièrement en Terre Sainte. Je me disais que ce serait un bel hommage à toutes ces personnes. Voilà, on y va pour l'épisode d'aujourd'hui. Les récentes élections fédérales ont reporté pour la 4e fois le Parti libéral au pouvoir lundi dernier. Benjamin Boivin, derrière l'apparente continuité du résultat des élections, qu'est-ce qui a changé malgré tout dans la situation politique canadienne? C'est vrai que d'une certaine manière, c'est l'élection la moins intéressante du monde. Ça a été assez ennuyeux tout le long. Et puis, au bout du compte, avoir un gouvernement minoritaire pour la 3e fois du même parti avec le même ordre de résultats, les libéraux, les conservateurs, le Bloc, le NPD, et puis le Parti vert. Donc, et le NPD qui semble encore avoir une sorte de balance du pouvoir. Oui, c'est ça. Donc, ils ont très peu de sièges, mais ça suffit à avoir la balance du pouvoir parce que le Parti libéral a une très forte minorité. Et le NPD, c'est vraiment le pire résultat qu'ils ont eu dans leur histoire. Je pense qu'il faut remonter aux années 30 pour que le prédécesseur du NPD, le CCF, ait eu un pire résultat. C'est vraiment catastrophique. Ils vont probablement être en reconstruction pendant plusieurs années. Mais au-delà de ça, il y a aussi une grande nouveauté ou une grande originalité du résultat de cette élection-là, qui est c'est une élection polarisante. C'est l'élection où la polarisation politique radicale arrive au Canada. Juste, qu'est-ce que ça veut dire, la polarisation? Donc, la polarisation, dans un contexte politique, on pourrait dire que c'est la réunion des opposants autour de deux pôles très spécifiques autour desquels les électeurs se réunissent, à l'exclusion d'autres sensibilités politiques. Donc, dans le résultat de ces élections-là, on a 85 des voix, je crois, qui ont été accordées, combinées aux conservateurs et aux libéraux, donc environ 43,5 des voix aux libéraux, puis le reste aux conservateurs. La dernière fois, les conservateurs ont eu un résultat semblable, c'était dans les années 80. Les libéraux, c'était aussi dans les années 80. Donc, on est vraiment là, à un moment dans l'histoire politique du Canada où il y a vraiment de place que pour deux partis. Et ça fait une grande différence avec les décennies qui ont précédé parce qu'on a connu, dans les 30 dernières années,
un paysage politique morcelé avec un bloc fort, un NPD fort, parfois même 2 partis conservateurs dans les années 90, début des années 2000. Donc, on est vraiment en train de voir un agglutinement des sensibilités politiques autour des 2 principaux partis, ce qui est un retour à une situation qu'on n'a pas connue depuis près de 100 ans au Canada. Est-ce que c'est parce qu'on est en train de s'américaniser, de devenir comme les Américains, très polarisés en 2 groupes opposés et aussi avoir un système de plus en plus de bipartisan? Bien, il y a peut-être un peu de ça. Hein? On accuse souvent Pierre Poilievre, en particulier, chef du Parti conservateur, qui a perdu dans son propre comté, malgré les très bons résultats de son parti, d'être très influencé par la droite américaine. Peut-être M. Carney, on peut moins l'associer à ce phénomène-là, mais M. Trudeau avait manifestement été beaucoup influencé par la gauche américaine. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi, évidemment, un phénomène lié aux États-Unis, mais qui n'est pas celui que tu décris, là, qui est la crainte ou la menace face à... La crainte devant la menace tarifaire et éventuellement sécuritaire que représentent les États-Unis par rapport au Canada. Donc, je pense que s'il y a une polarisation causée par les États-Unis, c'est plus sous ce rapport-là où, finalement, dans une situation d'inquiétude, on a tendance à se rapporter à ceux qui représentent le pouvoir et représentent la sécurité, le sérieux politique, et on a moins tendance à se rabattre sur des choix des choix secondaires qu'on sait finalement qu'ils ne gagneront pas, comme l'NPD, le Parti vert et dans une moindre mesure le Bloc. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une exception notoire à ce que tu dis, là? Parce que je regarde les résultats au Québec. Au Québec, il y a clairement encore 3 partis avec l'importance du Bloc québécois. Bien, comme toujours au Canada, en fait, on dit une chose du Canada en général, et puis au Québec, c'est complètement faux. Et donc, ça a été le cas cette fois-ci. Le Bloc québécois a beaucoup perdu de ses appuis, mais demeure quand même une force politique significative, nettement supérieure, par exemple, à celle que le Parti québécois a été lors des dernières élections. Yves-François Blanchet, je crois, a réussi son pari de montrer quand même la pertinence de sa formation politique. Il a fait des gains. En Gaspésie, par exemple, on a fait un gain. On a arraché un siège aux libéraux. C'est quand même pas rien. Donc, le Bloc québécois demeure une force importante et c'est uniquement, en fait, à cause du Québec qu'on assiste à une polarisation qui est un peu plus faible au Canada qu'elle ne l'est aux États-Unis. Parce que si c'était pas du Bloc québécois, finalement, le Canada serait entièrement polarisé. Le paradoxe, c'est que c'est aussi au Québec que le Parti libéral doit sa très forte majorité, parce que c'est grâce aux gains québécois, sa très forte minorité, dois-je dire, c'est grâce aux gains faits au Québec que le Parti libéral a réussi à compenser pour les pertes encourues en Ontario, où les conservateurs ont fait des bons résultats. C'est un paradoxe, comme tu disais, parce que le Québec est la province la moins fédéraliste, mais celle qui a porté au pouvoir le parti le plus fédéraliste. Oui, donc c'est ça. Et ça, ça nous a donné un résultat minoritaire, mais très fort. Et probablement qu'on n'aura pas d'élection avant quand même plusieurs années, parce qu'après tout, le Bloc québécois est affaibli, le NPD est encore plus affaibli. C'est deux partis qui ont la balance du pouvoir qui se la partagent. Ce serait très étonnant qu'ils créent une situation électorale dans la prochaine année. D'ailleurs, fait intéressant, là, mais le NPD et le Bloc ont eu proportionnellement le même taux de vote à peu près, là, mais étant donné notre mode de scrutin, le Bloc a récolté beaucoup plus de députés. Bien oui, parce que les électeurs bloquistes sont concentrés dans une région, alors que ceux du NPD, on les retrouve partout au Canada. C'est vraiment étonnant quand même. Là. Habituellement, le NPD fait des scores vraiment supérieurs au Bloc québécois, même s'ils ont souvent un moins grand nombre de députés. Là, c'est catastrophique pour eux. En terminant, Benjamin, ce phénomène de polarisation, là, c'est-à-dire de division en 2 groupes opposés des Canadiens, est-ce que c'est nécessairement une mauvaise nouvelle? Et si oui, est-ce qu'il y a des remèdes à ça? C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Dans toute organisation, dans toute société, il y aura toujours des camps, puis souvent, c'est principalement 2. Hein. Il y a des sensibilités plus progressistes, d'autres plus conservatrices. Les clivages varient dans le temps, mais souvent, c'est comme ça que ça finit. L'important, c'est que les différents camps et les différents groupes dans la société soient soucieux d'abord du bien commun plutôt que du bien particulier de la cohorte de gens qu'ils représentent. Et on n'a pas nécessairement l'impression que c'est le cas dans la situation canadienne actuellement, parce qu'après tout, il existe un grand mépris, une grande hostilité entre ces 2 partis-là, qui ne sont pas capables de se respecter autant qu'on a pu le voir dans les dernières années, où finalement, le climat politique canadien était plus doux quand même que partout ailleurs en Occident. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même ce phénomène que quand il y a 2 grands partis, les 2 ont tendance à se centraliser pour essayer d'obtenir le pouvoir et ça diminue, je dirais, les propositions extrêmes? Bien, de fait, c'est ce qu'on voit au Canada. Il y a une grande polarisation, comme tu dis, une grande tension aussi entre les 2 candidats au niveau de la personnalité et de la manière de s'exprimer, le mode d'expression, la vibe, comme disent les Américains. Mais en réalité, lorsqu'on les écoutait parler durant les débats, on en a parlé un peu à cette émission, je veux dire, c'est des différences qui sont finalement assez mineures. C'est pas des partis qui proposent deux avenues fondamentalement différentes pour la société canadienne. C'est un libéralisme un peu plus à gauche ou un libéralisme un peu plus à droite sur des questions mineures de détail. Ou un fédéralisme un peu plus centralisateur ou décentralisateur. Exact, c'est ça. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Bienvenue.
La semaine dernière, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement visant à autoriser la pluriparentalité pluriparentalité, désolé, c'est un nouveau mot pour moi et peut-être pour vous aussi, c'est-à-dire la reconnaissance juridique de 3 parents pour un même enfant. Laurence Godin-Tremblay, la décision de la Cour en a réjoui plusieurs, mais aussi déçu ou étonné bien d'autres. Quel était, disons, le meilleur argument de la Cour? Mais là, Simon, il faut que je te reprenne. Là. En fait, c'est pluriparenté, là, le bon terme. Là. OK, c'est pour ça que j'ai accroché. C'est ça, il y a une distinction légère là, que fait le jugement au tout début. Là. C'est-à-dire que la pluriparentalité désignerait le fait d'être parent tout simplement, je dirais, dans la nature, la réalité, là, ce qu'on constate. Tandis que la parenté, c'est le mot qui a été créé pour désigner quand un parent l'est légalement. Là. C'est une des nombreuses distinctions entre le droit et la réalité au Canada. Bon, merci de me corriger. Donc, la pluriparenté, le fait d'avoir, par exemple, dans ce cas-ci, 3 parents pour un seul enfant légaux, au Québec, comment est-ce qu'on justifie ça? C'est étonnant quand même, on n'est pas habitué de voir ça. C'est ça. Ça fait plusieurs années, en fait, que des gens militent pour ça, là, des coalitions LGBTQ ou des familles en particulier. L'argument principal, là, si je le résume brièvement, c'est que le Code civil québécois, qui pour l'instant restreint à 2 parents légaux, contredirait la Charte des droits et libertés canadiennes, particulièrement le droit à l'égalité. Bon, comment ça fonctionne exactement? L'argument, c'est, en fait, vous prenez un enfant dans une famille pluriparentale, là, avec 3 parents dans ce projet-là. J'en ai jamais rencontré. C'est-à-dire, oui, il y a comme des... Ça existe et ça n'existe pas, là, on pourra en reparler. Il y a des familles qui décident de faire un projet à 3. Là. Mettons, 2 femmes, 2 lesbiennes qui s'associent avec un homme qui va donner son sperme, mais qui va aussi participer au projet parental en étant une figure paternelle. Puis bon... L'idée du jugement, ce serait que dans la réalité, on trouverait des cas comme ça. Est-ce qu'on les appelle les triporteurs? Non. Et les enfants seraient discriminés par rapport aux enfants, par exemple les miens, d'une famille biparentale. En quel sens ils sont discriminés? C'est que, au contraire de ces enfants-là, leurs parents à eux ne sont pas reconnus légalement, tandis que l'autre enfant, les miens par exemple, leurs parents sont reconnus légalement. Juste pour clarifier, là, pour n'importe quel lecteur moyen qui prendrait la Charte canadienne des droits et libertés, qui la lirait, qui regarderait ce qui est écrit dedans, il serait absolument impossible, à partir du sens public de ces mots-là, d'arriver à cette conclusion-là. C'est parce que les motifs de discrimination sont toujours comme en extension, là, nous dit. Il faut lire la Charte des droits et libertés toujours à la lumière de ce qui se passe dans notre monde. Donc, dans une certaine époque, on n'avait pas ça, la triparentalité, fait qu'on n'en parlait pas. Là, c'est comme une discrimination analogue par rapport à d'autres qui sont nommés, là, par rapport à handicap, racisme ou des choses comme ça. Puis là, c'est en ce sens-là que ça a été poussé. Puis ça discrimine... La discrimination que ça apporterait, c'est que ça apporterait des désavantages sur le sentiment identitaire des enfants, mais aussi des désavantages pratiques, là, les parents qui ne peuvent pas consentir aux soins légaux puis des choses comme ça, médicaux. OK. Là, Laurence, tu as essayé de résumer l'argument le plus fort de la Cour. Je te connais, j'imagine que tu as lu ce jugement de manière critique. Quel est ton avis sur cette question-là? C'est un jugement passionnant, mais quand on le lit, ce qu'on constate, en fait, ce qui saute aux yeux, surtout pour une philosophe, là, c'est que on est arrivé à ça presque nécessairement parce qu'il n'y a plus de définition de parents. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le jugement nous dit il y a 3 parents dans la réalité. Bon, ben on va reconnaître légalement cette réalité-là. On va l'encadrer. Mais évidemment, le présupposé, c'est il y a 3 parents d'un enfant dans la réalité. Puis d'où ça vient, ça? Pourquoi est-ce qu'on définirait ces 3 personnes-là comme les parents de l'enfant? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est parent? Tout simplement, peut-être? Parce qu'ils le veulent. Et essentiellement, quand on lit le jugement, c'est ce qu'on comprend. Est parent qui veut être parent. Puis là, dans ce contexte-là, il y a une subjectivité qui est comme reliée à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se mette d'accord. Là, si nous 3, on décidait d'avoir un projet parental. Tu peux pas m'auto-proclamer parent de tes enfants, Non, c'est ça. Benjamin pourrait pas s'auto-proclamer parent de mes enfants. Mais si on montait un projet à 3, puis qu'on était tous d'accord, Simon, Benjamin et moi, de faire un enfant, ça serait possible. Donc, autrement dit, ça ne dépend que de notre volonté. Il n'y a pas d'enracinement dans la biologie, il n'y a pas d'enracinement dans une définition quelconque. Un coup qu'on a décidé d'être parent, oui, on a des droits et des obligations par rapport à cet enfant-là, mais c'est nous qui avons décidé si on était parent ou non. Et comment est-ce qu'on ne peut pas avoir, dans ce cas-là, 4, 5, 10, 72 parents? C'est ça, parce qu'on parle de pluriparenté. C'est ça. Alors, pour le moment, le jugement concernait toujours des familles où il y aurait 3 parents. Je mets ça entre guillemets toujours, là, parce que ça dépend si on reconnaît ça comme des parents ou non. Mais il n'y a rien qui empêche plus de parents, parce qu'en fait, c'est ça le point que je veux amener ici, ma critique principale. Il n'y a plus de définition de parents,
ni biologique, ni numéraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'envie d'imiter ce que fait la nature. La nature, c'est un homme, une femme, puis c'est 2 parents. Donc, comme on n'est plus lié du tout à la nature, plus lié d'aucune façon, bien, il n'y a rien qui empêche 4 parents. D'ailleurs, dans d'autres provinces canadiennes, en ce moment, c'est 4 parents, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et l'Ontario. Mais rien, a priori, sinon peut-être la complication que ça va occasionner bureaucratique, n'empêcherait 5, 6, 7 parents. Je reviens là. Tu dis, on s'est déconnecté un peu de la biologie dans notre définition de parents, mais tout de même par l'adoption. Ça fait longtemps qu'on reconnaît qu'on peut être parent, même si on n'est pas biologiquement le père ou la mère d'un enfant. Ça, c'est très intéressant comme argument parce qu'en fait, l'adoption, effectivement, c'est pas lié à la biologie, mais l'adoption est un remède à quelque chose de naturel. C'est-à-dire que, par exemple, des parents qui décèdent ou des parents qui ont des problèmes puis on préfère leur retirer la garde des enfants, on met les enfants en adoption, mais là, c'est comme une imitation de la nature. C'est ça l'objectif. Donc, c'est artificiel, mais on imite la nature comme les médecins essaient d'imiter la façon dont notre corps guérit naturellement. On pourrait dire qu'on appelle parents, c'est presque par analogie. Puis c'est par homonymie. C'est-à-dire, c'est ça, on dit c'est les parents adoptifs. Tout le monde comprend que ça n'a pas le même sens. Ici, c'est pas ça le cas. Parce qu'ici, on s'est coupé, tu dis un peu, mais en fait complètement de la nature puis de la biologie. Puis ces gens-là qui deviennent 3 parents, ils n'adoptent pas l'enfant. Le 3e parent, par exemple, si mon mari et moi, on a un enfant puis on demande à une autre personne de participer au projet parental, il n'adopte pas notre enfant. Il est parent au même titre que mon mari et moi. Il est parent à égalité. Donc, c'est une création de parents et non pas comme une adoption. Laurence Godin-Tremblay, c'est tout le temps qu'on avait pour cette complexe question de la Parenté. Parenté. Merci de m'aider. Tu es chroniqueuse pour leverbe.com. Merci à toi. Ça fait plaisir. Depuis la mort du pape François, les yeux du monde entier sont tournés vers la papauté. Ses funérailles et le futur conclave qui élira son successeur suscitent un vif intérêt médiatique. Notre question de discussion cette semaine, choisie par James Langlois. Pourquoi les Québécois sont-ils encore si fascinés par la papauté alors qu'ils ne sont pourtant plus très catholiques, avouons-le? James, d'abord, est-ce que c'est vrai que les Québécois s'intéressent à ce point au pape ou à la papauté depuis que François est décédé? Bien, je sais pas, je suis un peu mitigé. C'est vrai qu'on peut avoir cette impression-là parce que, de fait, il y a comme tu dis, il y a eu plusieurs articles, une grande couverture médiatique de tout ça. D'autre part, moi, je regardais les résultats sur YouTube, sur Google dans les derniers jours, puis les questions de pape ou de conclave ne sortent pas vraiment dans les résultats les plus populaires. Moi, ça m'a étonné aussi que, maintenant, tout le monde en parle. Je me doutais qu'il allait, par exemple, dimanche dernier, parler de la question de la mort du pape François, etc., du prochain pape, mais tu vois qu'ils ont commis ça en fin d'émission. Tu sentais presque qu'ils l'ont fait un peu parce qu'ils se sentaient obligés d'en parler. Est-ce que c'est pas un intérêt à géométrie variable selon les générations? Les recherches Google, ça touche un peu plus les jeunes. Ouais. Puis je pense peut-être la télévision, où on a beaucoup parlé du pape, ça touche un peu plus les personnes de 65 ans et plus. C'est ça, ceux qui suivent plus les nouvelles, effectivement, c'est peut-être des personnes de plus vieille génération qui regardent encore la télé, ce qui n'est pas du tout le cas des plus jeunes. Puis quand je pense à la dernière visite papale, entre autres à Québec, les gens ont beaucoup relevé à quel point il n'y avait vraiment pas de monde comparativement à l'avenue de Jean-Paul II en 84. Donc, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui, on entend dire, s'intéresser à ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de fascination. Le film Conclave a peut-être participé à ça aussi dans la dernière année. Il y a tout un élément de mystère, de rôle. Les gens sont impressionnés dans un monde où finalement, il n'y a plus tant de... En tout cas, il y a encore des rituels d'une certaine manière, mais le Vatican, tout ça, c'est quand l'Église catholique, c'est vraiment à contre-courant. Aujourd'hui, c'est peut-être une dernière monarchie qui existe sur Terre, là, avec celle du Royaume-Uni. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est surtout là, en fait, que se trouve l'explication. Je veux dire, dans notre société qui est d'une platitude consommée, où il n'y a rien qui dépasse, tout est égal, tout est pareil. Le premier ministre, il n'y a aucune importance. Même les Québécois qui sont catholiques dans l'Église, la plupart font aucun cas de la présence d'un évêque dans une pièce, par exemple. Ben, finalement, le pape et l'Église catholique universelle à Rome, ben, quand même, c'est spectaculaire. Ouais. C'est cool. Moi, j'ai pas de difficulté à comprendre l'intérêt des Québécois qui ne sont pas catholiques pour ça. Je m'intéressais peut-être plus au pape avant d'être chrétien que maintenant que je le suis. Je trouvais ça plutôt cool. Moi, je me souviens, mon premier contact sérieux avec l'Église, c'est quand Benoît XVI a démissionné. Je trouvais que c'était un événement historique intéressant. Bon, d'abord... Non, mais toi, t'es quand même une bébé. C'est sûr. Moi, je m'intéresse à l'histoire puis à la politique puis des choses comme celle-là. Il y en a peut-être pas... Peut-être la majorité des gens sont pas comme moi, mais il y en a suffisamment pour qu'on écrive des articles dirigés vers eux.
Ça fait des cérémonies intéressantes, ça fait du faste, ça fait des grandes histoires avec de la soie rouge, puis des Kappa Magna, puis des rituels fastidieux, compliqués, intéressants. Et puis, c'est un peu, finalement, la même chose que lorsque la reine Élisabeth II est morte. Ça a été toute qu'une histoire, puis c'est intéressant de voir ça. Puis les journalistes s'excitent un peu parce que c'est un événement hors de l'ordinaire. On déploie beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, et finalement, on crée l'événement. Et ça nous sort de nos habitudes. Et il y a un contraste quand même important entre le pape François et entre Jean-Paul II. D'ailleurs, le pape François, bon, on dit souvent qu'il a beaucoup simplifié les funérailles. C'est pas tellement vrai. Elles ont été simplifiées un peu, mais quand même, il y a une orientation générale de simplification. Et avec Jean-Paul II, peut-être a-t-on assisté aux dernières grandes funérailles papales spectaculaires, comme probablement on a assisté aux dernières funérailles royales spectaculaires. Parlant avec des Élisabeth II. funérailles, là, ça a étonné Alain Crevier, tout le monde en parle, qui disait à quel point il y avait du monde sur Place Saint-Pierre lors des funérailles. Mais j'ai vérifié, puis Jean-Paul II, on parlait de 3 millions de personnes sur Place Saint-Pierre, puis alors que le pape François, c'était juste 400 000. Ah ouais, quand même. Quand même, on est au Québec. Nos racines, qu'on soit croyant ou pas, sont judéo-chrétiennes, sont catholiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose du fait que même si on est plus croyant, plus pratiquant pour une majorité de Québécois, je pense qu'on peut dire ça sans se tromper aujourd'hui, il y a comme ce sentiment que ça fait partie de notre identité, notre héritage, qu'il y a peut-être... Oui, on a rejeté l'Église, mais le pape reste une sorte de chef spirituel, une conscience morale de l'humanité, surtout à une époque où les leaders ne sont plus des exemples moraux, ne sont plus des gens inspirants pour la plupart. Le pape reste une figure, disons, peut-être morale ou spirituelle, même pour les Québécois. Pensez-vous ça? Il y a quand même eu des textes assez critiques. Là. Je ne sais pas si tu les as vus passer, là, mais des journalistes québécois que je n'ai pas besoin nécessairement de nommer, qui en ont profité pour rappeler la misogynie de l'Église, l'homophobie de l'Église. Bon, fait que, tu dis, pensée superstitieuse et complètement irrationnelle. Exactement. Là, croire en Dieu, c'est comme croire aux extraterrestres. Reste qu'ils n'ignorent pas l'Église, ils en parlent beaucoup. Non, mais le fait, lorsqu'un grand chef spirituel d'une autre religion meurt ou démissionne ou je ne sais quoi, je veux dire, on n'en parle pas. Là. Non, ça, c'est ça. Ça intéresse absolument personne. Donc, c'est clair que les Québécois voient dans le pape. Les Québécois et les Occidentaux en général voient dans le pape une figure digne d'intérêt. Il y a quelque chose là qu'on n'a pas ailleurs chez les analogues. Moi, Simon, une chose intéressante, en tout cas, que j'ai remarqué dans les bas-fonds d'Internet, c'est-à-dire Twitter, c'est des nouvelles photos là, de cardinaux avec des lunettes de soleil, puis des choses comme ça, où c'est présenté comme très cool. Et j'observe ça de plus en plus, effectivement, une espèce que les jeunes admirent cette différence, admirent cette espèce de... Il y a comme un côté rebelle, un côté punk là, à ces images-là. Après tout, c'est des hommes en robe. Oui, aussi, c'est ça. Mais là, t'es du côté américain, je pense, plus que... Non? Non, mais je pense... Je le sens un peu, là, aussi, tranquillement s'installer au Québec, qu'il n'y a pas la même attitude. Je préparais une jeune fille au baptême, j'ai rencontré certains jeunes qui se préparaient au baptême, puis... Il y a quelque chose chez eux qui me montrait qu'eux, ils trouvent ça cool. Ils trouvent ça cool, l'Église, ils trouvent ça cool, les pratiques. Alors que moi, il y a 10 ans, c'est à mon corps défendant là, que je me suis convertie. Là. Je me disais, on va rire de moi, on va trouver ça nul ou des choses comme ça. Mais je sens qu'il y a comme un changement de perspective chez les jeunes contribuant. Mais ça aussi, ça dépend des générations. Généralement, chez les bébés boomers, on va entendre beaucoup une critique de l'Église institution avec son faste, avec on va dire qu'elle est très riche alors que son budget annuel n'est pas plus grand que celui de l'Université Laval à Québec. Alors que chez les jeunes, on admire la différence, le côté... Et d'ailleurs, ces boomers-là ont eu, avec le pape François, probablement le plus proche de ce qu'ils pourraient désirer. Ils en espèrent un autre. Ça a été malgré tout un pape qui a fait, dans les perceptions, beaucoup de gestes qui vont dans cette direction-là, de simplicité, d'égalité, d'horizontalité, même si souvent, en fait, ils ont été surinterprétés par les médias et les journalistes spécialisés dans le domaine. Chez les jeunes, on est complètement ailleurs. Là. Moi, je veux dire, ce que tu décris... Les jeunes attendent Cardinal Sarah, des fois. Oui, puis il y a une certaine superficialité là-dedans aussi. Oui, là. Il y a des jeunes qui s'excitent devant la Kappa Magna, même si tu dis qu'il n'y en a plus, il y en a encore. Et on s'excite, puis finalement, à quel point on a une compréhension fine de pourquoi une telle chose est viable dans l'Église catholique, ça, c'est une autre histoire. C'est un peu superficiel aussi. Dans le cœur du message chrétien, évidemment, c'est pas d'abord une question de vêtements, mais une question de charité. Mais ça s'accroche à tous les nouveaux récits médiatiques, mais plus pour les jeunes, là, cette fois-ci, c'est-à-dire les tradwives ou des choses comme ça, là, une espèce de mouvement où on retourne à... Ah, mais c'est la montée de l'extrême droite, dans le fond. Tu peux l'appeler comme ça, là? Non, mais peut-être pas tant de l'extrême droite qu'un besoin de racines, de tradition, dans un monde où il y a beaucoup de changements, de bouleversements. Qui n'est pas mauvais, mais qui est quelque chose de l'image, puis un peu superficiel, un peu sans comprendre exactement ce qui se passe. Et bon, vu l'Église, comment elle fonctionne, il y a de très bonnes chances que ces gens-là soient déçus. Et là, on verra, il y aura un test finalement, parce qu'on aura l'occasion de vérifier si c'est seulement l'image qui compte ou si c'est notre Sainte Mère l'Église, en dépit de l'imperfection ou de la variété des papes.
Est-ce que c'est pas un peu rassurant comme figure aussi? Une sorte de grand-papa avec un discours de sagesse dans un monde justement de changement et d'anxiété. Lui, il est élu à vie. Il veut... Ben, si les gens aimaient Papa Legault, pourquoi pas aimer le Papa le Pape? Bon, on va s'arrêter là sur cette belle boutade de Laurence. Vous pouvez nous écrire votre opinion à verbomoteur@le-verbe.com ou encore visiter notre page YouTube du Verbe Média et nous laisser vos commentaires. James Langlois, tu as visionné Post-humain, un documentaire percutant de Dominique Leclerc sur le transhumanisme. Oui, Dominique Leclerc, c'est une femme de théâtre qui, dans les dernières années, a vraiment creusé la question du transhumanisme. Donc, c'est ce mouvement idéologique là, qui est présent ici en Occident, puis partout dans le monde depuis, je dirais, 20 ans et même plus, là, qui tente, dans le fond, de modifier la nature humaine, de dépasser la nature humaine grâce au corps humain plus? Ouais, oui. Finalement, pour l'emmener ailleurs, il y en a qui aimeraient bien que les êtres humains deviennent des cyborgs. Donc, grâce à la technologie, augmenter toutes nos capacités naturelles. On parle de ces gens-là, moi, j'en ai jamais rencontré. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Dominique Leclerc, bon, elle, ça part d'une préoccupation personnelle. Donc, elle a développé un diabète de type 1. Puis là, elle se questionne sur sa vie. Bon, qu'est-ce qui pourrait m'aider dans la vie? C'est très compliqué, gérer le diabète, etc. Et là, elle part à la recherche, elle fait une quête. Et là, elle tombe dans des talles, que ce soit en Europe, des talles de gens. Il y a des associations mondiales là, de transhumanistes qui prévoient justement le dépassement de l'humanité dans les prochaines années grâce aux technologies. Puis les grandes multinationales technologiques financent là, vraiment ces idéologies. Elle pose un regard critique? Oui, ben oui, mais c'est très... Elle amène à voir les limites de ce mouvement-là. Puis d'une certaine manière, qu'est-ce que ça lui amène aussi comme réflexion pour sa propre vie. Donc, Post-humain, c'est disponible où, si on veut l'écouter? C'est gratuit sur l'ONF. C'est très, très beau. Le site de l'ONF.ca. Merci beaucoup, James Langlois. En musique, on se laisse cette semaine sur le tout nouveau simple Yvonne du groupe canadien Fox Warren, originaire de l'Ouest canadien. C'est sorti le 22 avril dernier. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, commenter ou partager cette émission en vous rendant sur la page YouTube du Verbe Média. Vous pouvez aussi, si vous aimez les verbomoteurs, vous abonner au magazine Le Verbe, le magazine Le Verbe qui est produit par l'équipe aussi des verbomoteurs. Donc, c'est 100% gratuit, un magazine qui conjugue foi et culture. Pour tous les détails, visitez leverbe.com. Je remercie Barthélemy Rieu et Marianne Martin à la technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des verbomoteurs. Sharing her dreams with me,